Bonjour et bienvenue à Fabrique 25. Fabrique 25, c'est 25 minutes pour décrypter l'actualité Fabrique. Je suis Jean-Pierre Riel, MVP Data Platform et passionné de data depuis plus de 20 ans et je suis ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon des nouveautés Fabrique. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons décrypter plein de news. Il y en a une vingtaine. On va voir si en 25 minutes, on va avoir le temps de toutes les traiter. Mais je vais commencer. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la gouvernance. Vous savez que c'est souvent le nerf de la guerre quand il s'agit de data. C'est comment finalement je gouverne, comment je gère toutes les données que je vais avoir dans mon entreprise. Donc Microsoft mise beaucoup sur son OneLake. Donc l'idée, c'est de dire que OneLake est l'endroit où se trouvent toutes les données de l'entreprise. Évidemment, tout ça est ségrégué par workspace avec toutes les autorisations qui vont bien. Mais l'idée, c'est de se dire qu'une fois que les données sont dans OneLake, en fait, elles sont disponibles pour l'ensemble de l'entreprise. Le problème de tout ça, c'est qu'il nous faut bien un portail ou quelque chose pour pouvoir chercher ou en tout cas requêter, trouver de l'information. Donc ça, on a ça avec tout simplement la recherche qu'on trouve dans un produit comme Fabrique, qu'on avait déjà avec Power BI, mais qui s'est grandement amélioré puisque évidemment, on a une barre de recherche en haut qui nous permet de rechercher un asset, de pouvoir trouver en fonction de qui l'a fait, du type, des informations, des métadonnées qu'il y a dessus. Le problème, vous le savez très bien, c'est que maintenir les métadonnées, ça prend énormément de temps. Il faut que tout le monde soit justement rigoureux à pouvoir mettre une description, mettre les bons mots-clés, bien documenter son modèle. Pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle l'endorsement. Donc vous savez, on peut promouvoir ou certifier un dataset. On a même des fonctionnalités de master data pour justement essayer de s'y retrouver dans toutes ces données parce que forcément à l'échelle d'une entreprise, on peut avoir plusieurs personnes qui vont avoir en effet potentiellement créé un dataset autour des clients, un dataset autour des ventes. Donc maintenant dans OneLake, on a un nouvel onglet. Donc quand vous allez dans votre OneLake, vous avez l'onglet Govern ou Régir en français qui va vous permettre d'avoir une information, une overview de votre domaine ou des domaines au sens fabrique du terme que vous gérez ou que vous managez. Et les informations sont assez simples. Globalement, évidemment, il y a un peu de cataloguing. On va vous sortir les informations qu'on va avoir. On va pouvoir naviguer à l'intérieur des navigations. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va vous mettre des métriques pour dire finalement combien ou quel pourcentage, quel ratio de ce data estate, de tous les assets que vous avez dans vos domaines fabriques, vont être par exemple tagués avec des labels de sécurité qui pourraient venir de PureView ou tout simplement ceux qui ont une description, ceux qui sont utilisés, les datasets qui n'ont pas été rafraîchis. Donc l'idée, c'est de donner des outils aux utilisateurs. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien le concept de data steward pour justement faire ce travail un petit peu de nettoyage, de simplification, de documentation du data estate pour justement permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser la barre de recherche et de retrouver facilement un dataset, un rapport, une table, un lakehouse ou une information qui serait directement dedans. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que Microsoft finalement nous donne l'outillage qui va bien. Et ce qui est assez intéressant dans cette news, c'est que très souvent on associe la gouvernance avec un PureView qu'il faut associer à côté. On voit bien que Fabrique va proposer, on verra évidemment en fonction de la preview et en fonction de ce qui pourra arriver dans la roadmap de PureView, mais on voit bien que Microsoft fournit une partie du travail de gouvernance en dehors de PureView directement dans Fabrique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le catalogue des assets de Fabrique. Je vous rappelle que PureView est à une échelle beaucoup plus grande puisqu'on va pouvoir mettre dans ce catalogue et dans ces domaines, là je parle des domaines PureView, on va pouvoir mettre des choses qui viennent de bases de données, Oracle SQL Server, de Databricks, de Snowflake ou autres pour dedans. Mais là, quand on ne fait que du Fabrique ou que du Power BI, on va avoir en effet ce petit onglet Govern qui va vous aider à savoir où mettre l'effort dans la documentation de vos modèles parce qu'on le rappelle, c'est extrêmement important. Deuxième news, et je la classe dans la catégorie gouvernance, même si je pense que Microsoft ne l'a pas forcément mis dans cette catégorie, elle va être dans la catégorie plutôt Microsoft Fabric Platform, pardon. Mais moi j'aime bien parler de gouvernance, pourquoi ? Parce que là on va être sur l'administration. Donc vraiment, encore une fois, je gouverne ma plateforme Fabric. Et donc vous le savez, je l'utilise souvent, on parle souvent de SaaS, donc c'est une plateforme SaaS à la base, Fabric a une philosophie très SaaS, mais Microsoft essaye pour chaque chose que vous pouvez faire dans l'interface, de pouvoir le faire avec une API. Donc une plateforme plutôt PaaS que vous allez pouvoir piloter, que vous allez pouvoir diriger uniquement via des API, donc avec des scripts de contrôle, alors automatisés ou pas, ça c'est à vous de voir.
Et dans ces API, je l'ai déjà dit la dernière fois, il y a quelques trous dans la raquette, c'est qu'il y a quelques petites API qui nous manquent, ou tout simplement on a des API qui ne sont pas accessibles avec un service principal, on en a parlé la dernière fois. Encore une fois, une petite mise à jour au niveau des API ce mois-ci, où en effet, certaines API de type admin, donc celles qui vont me permettre de faire par exemple la scanner API, la fameuse scanner API Power BI, mais aussi surtout quelques points d'entrée d'update qui vont être accessibles via des services principaux ou des managed instances. Donc on le voit bien dans la documentation, hein, vous avez à chaque fois ce petit tableau qui vous permet de dire si en fait vous pouvez utiliser cette API avec un service principal ou avec une managed identity. Là globalement Microsoft nous annonce qu'ils viennent enrichir avec de plus en plus de points d'API ou en tout cas d'entrée d'API qui sont disponibles avec justement le DSPN et des managed instances. Il en manque encore, hein, notamment à noter, mais je pense que c'est pour des raisons en effet de flux d'authentification et d'identification de l'utilisateur. Par exemple, tout ce qui est lié à Git, aujourd'hui, demande encore un utilisateur. Donc on espère que ce type d'annonce, on en aura très régulièrement pour justement nous ouvrir un petit peu plus de possibilités quand on est à l'administration, en tout cas à la gestion des plateformes Fabric, plus d'options. Donc ça c'était pour les sujets un petit peu gouvernance, mais il y en a un petit dernier que j'ai quand même classé dans l'administration parce que le titre pourrait penser finalement à de la gouvernance un petit peu plus large, mais on voit vraiment que c'est de l'administration côté Azure cette fois-ci. Alors c'est l'annonce des Fabric Quota. Alors qu'est-ce que sont les Fabric Quota? On pourrait se dire c'est génial, on attend tous la possibilité de pouvoir dire moi j'ai envie de limiter par exemple l'utilisation j'en sais rien, d'un cluster Spark pour laisser plus de puissance à des gens qui font du DAX par exemple sur un modèle sémantique. Ça aujourd'hui il faut le faire avec votre capacity planning et avec différentes capacités, hein. Vous jouez avec les différentes capacités pour justement répartir votre charge de travail sur Fabric. Mais alors que sont ces Fabric Quota? En fait, si on regarde la plateforme d'un point de vue Azure, je vous rappelle que la différence entre Power BI Premium et Fabric, c'est que tout simplement Fabric est un objet une ressource qu'on va créer à l'intérieur d'Azure. Donc quand on est dans une perspective Azure, on a le souci, c'est que potentiellement, vous avez peut-être une gouvernance différente, vous donnez accès à un ressource groupe dans Azure à une équipe projet et ils ont le droit de créer des ressources. Et là commence le début des problèmes, c'est que ils peuvent créer autant de Fabric Capacity qu'ils veulent, sans forcément imaginer le coût que ça va avoir. Donc on se dit, tiens, je vais créer une F16 pour chaque projet de développement. Au final, on va se retrouver avec une dizaine d'F16, ce qui n'est peut-être pas forcément la bonne façon de gérer vos capacités Fabric. Donc dans Azure, il y a ce qu'on appelle les quotas, qui vont vous permettre de mettre des sortes de règles où en fait, à l'intérieur d'un espace, soit une subscription ou carrément votre tenante, vous allez mettre ces quotas pour justement empêcher qu'un utilisateur puisse créer trop de ressources. Donc évidemment, typiquement, ça peut être utilisé pour des VM. Là, globalement, ça va être au niveau des capacités Fabric où vous allez pouvoir mettre des règles pour que justement vos utilisateurs au sein d'Azure, c'est une protection qui est à l'intérieur d'Azure, ne puissent pas créer des capacités un petit peu comme ils veulent ou tout simplement que ça devienne hors de contrôle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il y a, alors c'est pas un trou dans la raquette, mais une petite faiblesse sur ce point-là. Il suffit d'être contributeur sur un source group. Si vous n'avez aucune Azure Policy dans votre entreprise, finalement n'importe qui peut créer une F2048 presque sans approbation. On le voit évidemment ressortir dans le cost management, mais peut-être trop tard. Donc là, c'est bien d'avoir les quotas parce que ça va vous permettre à vos administrateurs qui gèrent vraiment toutes les ressources de l'entreprise de pouvoir mettre une deuxième limite pour se dire on ne va pas pouvoir créer des capacités comme ça, ou en tout cas limiter le nombre de capacity units que j'attribue à une division ou à un projet ou des utilisateurs. Donc ça c'était pour les Fabric Quota. On va rester un petit peu encore dans le monde de l'administration, en tout cas de l'automatisation de Fabric, avec une petite news autour du DevOps qui est passée. Alors, on ne va pas parler d'une fonctionnalité native que sort Microsoft sur ça, mais en fait, Microsoft a annoncé sur son blog un petit outil, un outil de déploiement qui s'appelle Fabric-CI/CD, qui est un projet GitHub. Donc on rappelle, quand c'est un projet GitHub, ce n'est pas une fonctionnalité native et donc supportée.
même si évidemment c'est Microsoft qui la développe et c'est les équipes d'engineering qui vous fournissent le code qui va bien. Donc ce que dit Microsoft, c'est de dire, en fait nous en interne on a des équipes qui ont fait des scripts qui facilitent le déploiement de nos projets fabriques. Donc on va voir qu'il y a une certaine limitation à tout ça. Là c'est simple, Microsoft a open sourcé ce code, s'est dit finalement puisque nous on l'utilise, on va le mettre à disposition des utilisateurs tout simplement au travers d'un portail GitHub. Donc ça s'appelle Fabric-CICD, c'est du Python, donc rien à voir avec SymPy. Vous connaissez cette librairie qui s'appelle donc Semantic Link Labs, plus connu sous le nom du package Python qui s'appelle SymPy, qui vous permet de faire pas mal d'automatisation autour de Fabric. Là, c'est un outil totalement à part qui va plutôt être utilisé dans vos pipelines de déploiement, que ce soit du Azure DevOps ou des GitHub Actions. Donc, vous allez pouvoir appeler ce code Python pour pouvoir faire des déploiements. Qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a évidemment plein de limitations. On pourrait se dire, ça y est, génial, on va avoir tout un outil automatisé. Donc, c'est évidemment avec un périmètre assez limité, puisque c'est Notebook, Pipeline, environnement, il y a quelques Lakehouse aussi, donc c'est très data engineering. Il y a aussi les semantic models, j'allais les oublier. Donc en effet, il y a un certain périmètre qu'on va avoir autour de cette librairie, et l'idée c'est vraiment de l'outillage qui va vous aider à pouvoir déployer ces éléments, donc avec des policies, donc par exemple de vider le workspace, de tout redéployer, de faire du find and replace pour pouvoir changer des configurations. C'est très bien quand on déploie un lakehouse, on va devoir un notebook, on va devoir raccrocher le bon lakehouse par défaut en fonction du script. Donc tous ces éléments, en fait, vous avez des petits helpers qui vont se trouver dans la librairie. Néanmoins, alors Microsoft dit bien, ça ne remplace pas les Fabric Deployment Pipeline, qui reste la fonctionnalité native qu'on va trouver dans Fabric pour pouvoir déployer entre deux workspaces. D'ailleurs, petite nouveauté qu'il y a, il y avait quelques limitations quand on voulait les piloter par API sur le cross-région. Microsoft a annoncé, alors pas une simplification, mais la possibilité, en tout cas, de vous aider quand vous faites par API pour gérer le cross-région. Je ferme la parenthèse, je vais revenir sur Fabric-CICD. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est plutôt sympa de la part de Microsoft de partager ça. C'est open source, donc vous prenez le code, vous le mettez à jour, vous vous en inspirez, vous faites ce que vous voulez avec. Donc c'est plutôt bien, mais c'est pas encore complet. Je prends juste un exemple. On sait très bien quand on veut déployer les lakehouse, on a un petit souci quand on veut redéployer automatiquement tous nos shortcuts, où là il y a un petit travail manuel, ou en tout cas par API à créer à la fin. Typiquement cette librairie déploie les lakehouse, mais pas les shortcuts. Donc affaire à suivre, assez intéressant de voir qu'on a un nouvel outil open source. On espère peut-être même que Microsoft les regroupera au sein d'un même outil. Ça s'appelle Fabric-CICD. Vous trouvez ça sur GitHub et ça va vous aider dans vos déploiements. Je vous propose de parler un petit peu d'IA avec une news qui, moi, me plaît bien. J'ai un peu joué avec et je trouve ça intéressant. Donc, vous connaissez les AI Skills. Je rappelle juste en deux phrases ce que sont les AI Skills. Les AI Skills, l'idée, c'est tout simplement de mettre une sorte de prompt engineering au-dessus des données qui se trouvent dans Fabric. Pourquoi? Pour mettre une API à disposition de vos utilisateurs pour qu'ils puissent discuter en langage naturel. Derrière, ça génère une requête qui va aller interroger vos données à l'intérieur de Fabric et envoyer le résultat aux utilisateurs. Donc ça, c'était très bien et j'avais fait la remarque sur cette fonctionnalité, c'est que malheureusement, ça ne fonctionnait que sur des endpoint SQL, donc en l'occurrence soit du Lakehouse, soit du Warehouse. Donc là, Microsoft nous annonce en preview deux nouvelles sources, le Semantic Model et le KQL. Moi, je vais m'attarder sur le Semantic Model parce que pour moi, c'est presque le plus important. Vous, en tant que développeur BI, ou en tout cas analyste, vous avez créé un modèle sémantique qui mâche le travail de la compréhension métier des données qui vont se trouver dans vos lakehouse ou dans votre warehouse. Donc, ça semble logique que l'IA, qu'un copilot, alors ça s'appelle AI Skills, mais l'équivalent d'un copilot soit branché sur ce modèle et le comprenne parce qu'il va comprendre les relations, il va comprendre vos mesures, les descriptions des mesures, tout ça. Donc là, c'est simple, AI Skills est capable maintenant de comprendre le Semantic Model et donc de générer une requête DAX directement sur vos données. Et bien évidemment, va vous fournir un endpoint, donc un point de terminaison de type API que vous allez pouvoir interroger depuis une application, depuis ce que vous voulez, une application Python, une application web, un ERP, enfin bref, dès l'instant où vous avez du développement, vous pouvez appeler cette API pour récupérer finalement et interroger vos modèles sémantiques en langage naturel.
Quelle différence avec Copilot, vous allez me dire? En effet, ça fait à peu près le même travail que si vous allez dans explorer mes données ou tout simplement en ouvrant un rapport que vous activez le panneau Copilot et que vous interrogez le modèle ou les données dedans. La seule différence, c'est que là, c'est vous qui définissez l'API. Vous avez un petit peu de prompt engineering. Vous allez pouvoir donner des instructions. Donc, en gros, faire tout le prompt engineering qui va expliquer comment lire votre modèle et donc, en gros, retirer tous les biais qu'il pourrait y avoir. Donc, ça, c'est extrêmement important pour avoir quelque chose qui va être utilisable par vos utilisateurs, parce qu'il faut retirer les ambiguïtés qu'il pourrait y avoir, mettre peut-être des synonymes, ça vous allez pouvoir le mettre dans les métadonnées de votre sémantique modèle, mais c'est peut-être intéressant d'avoir cette couche-là, et vous allez pouvoir aussi créer des questions types, donc justement pour aider je ne vais pas dire entraîner, parce que techniquement ce n'est pas un entraînement, c'est du prompt engineering, mais justement donner, on appelle ça le few shot learning, donner justement des indications au LLM pour savoir justement comment bien utiliser le modèle et comment répondre avec du DAX, donc potentiellement même lui donner des exemples de code ou comment vous voulez que le code soit généré. Donc quand on teste, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, ça reste une IA. Bien évidemment, ça peut faire des erreurs. Donc on a tout le comportement qu'on peut trouver sur des LLM. Donc des fois, il n'arrive pas à vous générer la bonne requête. Vous lui dites juste recommence et il va pouvoir vous régénérer la bonne requête. Donc c'est extrêmement intéressant. Moi, je trouve ça top que Microsoft investisse dedans. Honnêtement, moi, je pense que c'est une fonctionnalité qui n'est pas suffisamment mature pour de la production de masse. Maintenant, je reformule. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de vous dire que ça ne peut pas aller en production. C'est juste que faites bien attention. Les utilisateurs qui doivent utiliser ça doivent comprendre que derrière, c'est basé sur de l'IA et que forcément, ce n'est pas parce que l'IA va répondre, j'en sais rien, vous demandez le top 10 des produits ou j'en sais rien, le magasin qui a fait le plus de chiffre d'affaires, qu'il faut se dire est-ce que la requête a bien été générée derrière. Et donc vous avez un énorme travail, d'éducation des utilisateurs, mais justement de refinement. Et c'est en ça où AI Skills est top, parce que c'est une sorte de copilot sur lequel vous avez la main pour potentiellement corriger les biais. Donc il y a un petit peu une phase d'apprentissage que vous devez mettre en place avec vos utilisateurs, avec vos modèles dans votre entreprise. C'est pour ça que je dis que pour moi, ce n'est pas suffisamment mature pour être massivement déployé dans l'entreprise. Vous devez avoir un peu cette phase qui va durer un certain moment parce qu'il faut que vous-même vous apprivoisiez ce type de technologie, mais il faut aussi qu'elle grandisse et que même Microsoft l'améliore en interne, puisqu'il y a certainement du prompt engineering qu'ils ont mis de leur côté pour justement l'améliorer. Donc moi je trouve ça intéressant que ça soit à disposition et finalement qu'en fait on travaille tous collectivement à améliorer ce type d'outils parce que je pense que de plus en plus les copilotes, donc ce type d'IA, sera vraiment le meilleur allié de vos utilisateurs pour pouvoir travailler et jouer avec les données. Allez, on continue avec les news. On va parler un petit peu de data engineering. Et alors il y a une news assez intéressante, et puis après on passera sur ce que j'appelle les quick and dirty, donc plein de petites news que je veux vous partager, que Microsoft a sorti ces 2 dernières semaines. Donc on va rentrer dans le monde du data engineering. Donc data engineering, globalement, on a tout de suite quelque chose en tête, c'est des notebooks Spark, donc des clusters Spark avec du code Spark, et qui très souvent travaillent avec un Lakehouse. Donc ça fonctionne très bien, on a une belle offre qui nous est proposée par Microsoft, mais vous savez qu'il y a toujours cette ambiguïté ou en tout cas ce choix à faire quand on est dans Fabric, de se dire oui, mais est-ce que je vais plutôt aller sur des technologies de type Lakehouse ou des technologies de type Warehouse? Je ne vais pas du tout ouvrir le débat ici. Vous pouvez regarder d'autres chaînes, d'autres communautés ou le Club Fabric pour avoir quelques éléments de réponse à cette question. Mais ce qui va être intéressant, c'est, en tout cas dans la vision de Microsoft, c'est finalement de vous laisser le choix. Il n'y a pas de parti pris. Vous êtes plutôt SQL, je simplifie, vous êtes plutôt SQL, vous allez plutôt aller côté Warehouse, vous êtes plutôt Delta Parquet, vous allez plutôt aller du côté Spark, vous allez plutôt aller du côté du Lakehouse. Mais le problème, c'est qu'on avait 2 mondes qui étaient un petit peu isolés. C'est simple, l'annonce et la nouveauté que Microsoft nous a présentée, c'est tout simplement qu'il y a un connecteur Spark pour pouvoir aller lire et écrire sur un Warehouse. Ce qui fait que vous pouvez utiliser toute la puissance ou la logique d'un cluster Spark, donc avec toute cette logique un petit peu de développement qui est propre au data engineering, qui va être assez intéressante, mais vous dire que finalement, ce sur quoi vous travaillez, c'est un warehouse pour plein d'autres raisons, parce que vous utilisez, j'en sais rien, beaucoup de procédures stockées, parce que vous avez une partie de vos équipes qui est plutôt SQL. En fait, là, l'idée, c'est de
réduire les frictions, ou en tout cas les séparations qu'on a entre les éléments, puisque depuis Spark, vous allez pouvoir faire de la lecture et de l'écriture directement dans votre warehouse, assez nativement, comme vous le feriez quand vous faites un Spark.write ou un Spark.read avec des fichiers Delta Parquet qui se trouveraient, des tables Delta Parquet qui se trouvent dans votre lakehouse. Donc ça, je trouve ça assez intéressant que Microsoft finalement gomme les limites. Alors d'un côté, c'est très bien, et d'un autre côté, vous pouvez très bien dire, bah oui, mais ça complexifie mon choix, parce qu'au final, avant c'était facile. Si je faisais des tables Delta, en fait j'étais d'un côté. Si je faisais des tables entre guillemets SQL, j'étais de l'autre. Microsoft complexifie. Moi, je pense que justement cette richesse que nous offre Fabric, c'est ce qui en fait son plus grand avantage, c'est que finalement on lève une limitation que les utilisateurs pouvaient avoir. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires, n'hésitez pas sur cette chaîne à donner vos retours sur vous, votre perception de cette nouveauté. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça pas bien? Je vous laisse commenter. Allez, on va passer un petit peu, il nous reste quelques minutes, à peine 5 minutes pour justement faire la partie un petit peu quick and dirty et vous donner tout un tas de news avec un petit commentaire à chaque fois, puisque c'est le but un petit peu de cette émission, c'est de décrypter l'actualité. On va rester dans le data engineering avec quelques news qui sont assez intéressantes sur l'exécution et la sécurité. Alors, on va démarrer avec la sécurité, notamment la sécurité, on va dire, réseau, ce qu'on appelle le private networking. Donc, vous savez, là-dessus, Microsoft propose des solutions qui sont private link pour tout privatiser Fabric. Vous privatisez toute la boîte, ou les managed private endpoint qui vous permettent de sécuriser finalement les connexions que vous allez avoir dans vos notebooks ou dans les Pipeline Data Factory sur des points précis, des points de connexion de sortie précis, et donc faire ça. Le problème, c'est que vous savez qu'il y a des limitations. Évidemment, quand on commence à privatiser des choses, d'un point de vue engineering, ça change beaucoup de choses sur la plateforme. Et donc, Microsoft vous dit, bon, ok, si vous faites du private link, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, etc. etc. Là, finalement, Microsoft nous annonce que, par exemple, quand on fait du Managed Private Endpoint et du private link, la native execution engine de Spark, qui n'était pas compatible, va pouvoir être compatible. Donc, l'un des moteurs, le moteur, on va dire, un peu plus rapide que open source Spark, donc celui donc c'est Velox le moteur, il n'est pas made in Microsoft, je vous le rappelle, c'est un projet communautaire. En fait, on avait des limitations quand on faisait du private networking, ces limitations sont levées. Deuxième news autour du data engineering, c'est comment vous avez géré justement la configuration de vos clusters. Parce qu'on le sait, vous démarrez avec Fabric, vous faites un notebook, vous faites play, ça démarre un starter pool, mais vous n'avez peut-être pas envie, donc ça démarre très rapidement, c'est des pools déjà provisionnés, mais vous avez peut-être envie de créer un environnement spécifique parce que vous avez des librairies, parce que vous avez envie d'avoir un cluster plus gros, un cluster plus petit, plus de nœuds, etc. Donc ça, vous utilisez des environnements pour faire ça. Et ça, il y avait plusieurs niveaux où on peut justement configurer les settings de Spark. Là, en fait, ce que Microsoft annonce, il manquait quand même un niveau, c'est qu'au niveau capacité, donc là vraiment le niveau le plus haut, dans ma capacité, j'ai peut-être envie de bloquer certaines choses ou d'autoriser certaines choses. Donc il nous manquait ce level-là. Donc maintenant, on va pouvoir justement gérer les settings de nos workloads d'engineering, donc tout simplement les clusters Spark. On va pouvoir avoir quelque chose où on peut débrancher tout en haut et donc interdire à un utilisateur ou un projet ou un workspace d'avoir son fine-tuning et donc potentiellement d'aller exploser les ressources ou autre. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Troisième point, le high concurrency. Donc quand on a un cluster Spark, en effet, on n'a peut-être pas envie de redémarrer des sessions à chaque fois qu'on lance un notebook. Admettons que vous ayez découpé votre code en plein de petits notebooks. En fait, on avait un temps de latence parce qu'à chaque fois qu'on change de notebook, on avait finalement un nouveau contexte d'exécution, etc. Microsoft nous a proposé une fonctionnalité il y a quelques temps qui s'appelle le High Concurrency Mode, donc qui va vous permettre finalement de réutiliser les mêmes contextes ou le même cluster et les mêmes sessions. Je vous rassure, il y a un peu de nettoyage entre les réinits de sessions quand on les lance. Il y avait quelques bugs, honnêtement, dans le monitoring. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir, justement, quand il avait lancé 3 sessions, on ne voyait pas la troisième, on voyait pas les 2 et 3, on voyait que la première. Donc ça, pour moi, c'était un bug. C'est assez marrant parce que la news qui nous est proposée dans le blog est assez marrante, puisqu'en fait, on nous présente ça comme une nouvelle fonctionnalité, un improvement, etc. Bon, honnêtement, il y avait des bugs dans cette partie-là que Microsoft annonce comme corrigé. J'ai pas du tout été vérifié, mais globalement, Microsoft a travaillé pour justement lever cette limitation et faire en sorte que vous puissiez profiter pleinement de l'High Concurrency Mode.
Et dernier point que je voulais dire sur l'aspect data engineering, j'en ai peut-être pas parlé, mais je vous invite à regarder ce qui s'appelle les code snippets. Donc ça c'est assez marrant. Alors si vous êtes développeur aguerri, vous n'avez pas besoin d'une aide, ou alors vous allez vos sites peut-être, vous allez chercher ça directement dans les notebooks, et notamment les notebooks Transact SQL. Vous avez la possibilité d'avoir des bouts de code que vous allez pouvoir injecter assez rapidement. Exemple, vous avez besoin de faire un copy into, vous vous rappelez plus de la syntaxe, plutôt que d'aller chercher dans la doc, de copier-coller, etc. Vous avez ces fameux snippets qui peuvent être là et que vous pouvez enrichir là-dessus. Donc on voit que cette fonctionnalité est assez intéressante, je voulais juste en parler parce que c'est souvent des choses qu'on ne voit pas ou qui sont méconnues, donc faites-en bon usage. Et on termine avec une dernière news, et on n'aura pas tout traité aujourd'hui, mais on va s'arrêter là. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai parlé de SAP, qui avait un éditeur tiers qui avait développé, grâce à la fonctionnalité d'Open Mirroring, une réplication avec SAP. C'est simple, en fait, un autre éditeur aussi vous propose une solution via Open Mirroring pour répliquer vos tables SAP. Je n'ai pas été regarder dans le détail quelle différence il y avait entre ces éditeurs, mais c'est assez marrant parce qu'on voit vraiment que Open Mirroring répond aux besoins qu'il devait faire au début, c'est-à-dire laisser à des éditeurs ou à d'autres, ou à vous dans votre entreprise, la possibilité de développer votre mirroring entre une source de données et Fabric. Et on voit bien, on se doute bien, les ERP sont quand même des sources de données très courantes en analyse de données. Donc forcément, SAP est une source qui est disponible dès le début, en tout cas qui intéresse beaucoup de monde. Il est temps de se quitter, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. N'hésitez pas à vous abonner sur les différents canaux du Club Fabric, que ce soit sur LinkedIn, sur Meetup ou ici sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour décrypter l'actualité Fabric. Merci.